Pour ce tout premier podcast spécial 20 ans de recherche, la Fondation est allée du côté de Nancy pour aller à la rencontre d'un duo, celui composé de Dr Jonathan Pierret et du professeur Christian Beyart. En 2015, Jonathan, tout jeune titulaire d'un master de STAPS avec une spécialité en évaluation de la performance et des adaptations motrices et physiologiques, décide d'approfondir cette thématique d'interaction entre posture et mouvement et se lance dans une thèse sous la direction du professeur Beyart et du docteur Caudron. C'est là qu'il fait la connaissance de la Fondation. Il nous raconte son parcours, son intérêt pour cette thématique, mais surtout les rencontres décisives qui ont façonné sa vie professionnelle. Bonjour Christian, bonjour Jonathan, je suis ravie d'être ici aujourd'hui à l'Institut régional de médecine physique et de réadaptation à Nancy pour ce tout premier podcast spécial 20 ans de la Fondation Paralysie Cérébrale, donc le tout premier podcast d'une longue série dédiée à la recherche soutenue par la Fondation depuis ces 2 dernières décennies. Donc merci à tous les deux vraiment de vous prêter à l'exercice. Pour commencer peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter, honneur à Christian peut-être ? Bonjour, je suis ravi de répondre à vos questions. Donc je m'appelle Christian Beyart, j'ai 60 ans et je suis médecin pédiatre et professeur en physiologie. Donc la physiologie, c'est une discipline qui consiste à comprendre et à enseigner le fonctionnement normal du corps et aussi comment le corps va s'adapter à différentes maladies, les compensations, les adaptations. Et donc dans ce cadre-là, je travaille à l'Institut régional de réadaptation avec mon activité clinique où je suis impliqué dans 2 parties. Une partie, c'est l'analyse de la marche dans un laboratoire spécialisé où on analyse les troubles moteurs, comment la marche se fait et quels sont les troubles pour essayer de mieux les comprendre. Et à partir de cette analyse de la marche, j'ai aussi développé une activité clinique au sein d'une partie qui est au sein du service de médecine physique et de réadaptation de Flavigny pour les enfants, où on oriente la rééducation à cet endroit. Par ailleurs, il y a tout un axe de recherche qui est développé dans le cadre d'une unité de recherche qui s'appelle développement, adaptation et handicap. Cette unité de recherche a plusieurs axes et je suis responsable d'un axe de recherche sur justement l'adaptation et le handicap, notamment sur la partie de motricité. Bonjour Mélissa, et puis merci d'être venue nous voir à Nancy pour faire ce podcast. C'est un plaisir de vous accueillir et de pouvoir répondre à vos questions. Moi, je m'appelle Jonathan Pierret, j'ai 36 ans, enfin dans 3 jours, j'aurai 36 ans. Et donc, je suis issu d'une formation STAPS où j'ai fait un master à Nancy et ensuite j'ai eu la chance de faire un doctorat. Donc aujourd'hui, je suis docteur en sciences de la vie et de la santé et je travaille à l'Institut régional de médecine physique et de réadaptation de Nancy en tant que responsable de la cellule de recherche clinique et innovation. En fait, très rapidement, l'IRR à Nancy, c'est un regroupement de 3 établissements de rééducation avec un versant traumato-adulte, un versant neurologie adulte et un versant pédiatrique. Et l'ensemble de ces établissements sont très investis dans la recherche clinique. Et aujourd'hui, mon service structure et coordonne les activités de recherche et fait aussi fonction de support pour tout professionnel de santé souhaitant mettre en place des activités de recherche. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Je reviens très rapidement, Christian. Donc, on est aujourd'hui à l'Institut régional de médecine physique et de réadaptation. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer rapidement pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser dans ce domaine qui est la MPR ? Oui, tout à fait. Alors, je vous rappelle, je suis médecin pédiatre initialement. Et je me suis orienté vers l'analyse, la compréhension des troubles moteurs. Et la pédiatrie est vraiment un domaine qui est important, avec notamment certaines populations qui ont des troubles moteurs. Et quand on a des troubles moteurs, le traitement passe par différentes voies, dont la médecine physique et de réadaptation. Effectivement, les troubles moteurs, par exemple, on peut avoir des troubles de l'équilibre, on n'arrive pas à bien marcher, à bien se tenir debout. On va avoir différents outils possibles pour aider un enfant avec des attelles ou d'autres moyens, des aides de marche.
Mais il y a aussi une autre partie qui consiste à les orienter dans la façon d'utiliser leur corps. On peut les orienter dans des exercices. Et là, il y a différents professionnels tels que des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des personnes qui s'occupent de la psychomotricité de l'enfant, qui vont intervenir pour améliorer leurs conditions physiques. Et donc, c'est tout naturellement une orientation que j'ai prise parce que c'est très important pour améliorer leur devenir moteur. Très bien. Si on revient du coup au sujet du jour de cette recherche, pour rappel ou pour information, entre 2015 et 2019, vous, Jonathan, vous avez bénéficié du soutien de la Fondation Paralysie Cérébrale pour le développement de votre thèse. Peut-être est-ce que Christian, vous pouvez nous rappeler un petit peu la thématique et tout une remise en situation de cette époque. Oui, alors cette thèse, elle est une étape dans tout un processus de recherche que nous avons développé déjà depuis de nombreuses années, et en particulier sur une population pédiatrique qui est atteinte par des troubles moteurs, c'est la population qu'on appelle paralysie cérébrale. Donc c'est une population qui a des troubles liés à des anomalies touchant le cerveau, plus ou moins étendues, qui peuvent commencer déjà avant la naissance et intervenir aussi dans les premières années de vie. Et ces troubles atteignant le cerveau peuvent avoir différentes conséquences, dont des conséquences motrices. Et c'est là où on est encore dans la recherche pour mieux comprendre comment les troubles moteurs arrivent. Comme je suis physiologiste, il y a une approche qui est vraiment intéressante, c'est de comprendre les phénomènes d'adaptation que va développer le corps, notamment ici le cerveau, pour essayer de corriger des anomalies, et notamment des anomalies motrices. Et donc on va voir s'il y a des compensations qui se mettent en place, en faisant la différence entre des troubles moteurs qui sont en quelque sorte une réponse du cerveau pour essayer de s'améliorer, pour pouvoir tenir debout par exemple, pour pouvoir marcher, et des autres anomalies motrices qui pourraient être directement liées aux lésions et qu'on ne pourrait pas changer. Donc c'est ça, et ça c'est un vrai challenge, c'est pas évident, c'est un défi important. Alors par exemple, dans le laboratoire d'analyse du mouvement, où nous étudions les forces, les mouvements, comment l'enfant se comporte. On peut étudier par exemple l'équilibre de l'enfant, son déséquilibre. Et ces aspects-là nous ont conduit à nous poser certaines questions. Alors on va rentrer un petit peu plus maintenant dans quelques détails. Les enfants qui ont une paralysie cérébrale ont quasiment tous un certain point commun. C'est qu'ils vont avoir une tendance à mettre leurs pieds au sol à plat ou sur l'avant lorsqu'ils marchent. Et on a d'abord pensé que c'était lié aux lésions, directement aux lésions. Ça provoque un dysfonctionnement, le muscle fonctionne moins bien et impose en quelque sorte de poser le pied sur l'avant. Et donc on essaye de traiter ce problème musculaire. Mais on s'est dit, il y a peut-être une autre approche qui aurait du sens par rapport à la physiologie qu'on connaît, c'est que on sait que lorsqu'on pose le pied à plat, ça aide dès la pose du pied à contrôler l'avancée du corps, donc en quelque sorte de contrôler l'équilibre. On a un meilleur équilibre si on pose le pied à plat. Alors, avec cette hypothèse, on s'est dit, on va mettre des chaussures, on va utiliser des chaussures spéciales qui ont une semelle plus épaisse devant que derrière, et on va voir comment l'enfant se comporte, l'enfant qui a une paralysie cérébrale. Par exemple, pour des enfants qui posaient leurs pieds à plat au sol d'emblée, lorsqu'on mettait ces chaussures, ils étaient capables de relever le pied pour cette fois-ci poser la chaussure à plat. Et donc, ça a pu démontrer clairement qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir le pied un peu orienté vers le bas pour le poser à plat, mais ils pouvaient le remonter pour cette fois-ci poser la chaussure à plat. Donc là, on a vu qu'il y avait une adaptation possible. Donc on s'est dit, mais il y a peut-être une fonction là derrière. Or, on sait que le fait de poser le pied à plat, ça permet de mieux contrôler l'équilibre. Et c'est là où on se dit, mais c'est vrai, ces enfants-là, on sait par ailleurs qu'ils ont des troubles du tronc, ils ont du mal à développer le contrôle de leur tronc. Peut-être y a-t-il un lien entre les deux, entre ce qui se passe
au niveau du pied avec une pose à plat, ce qui permet en quelque sorte de freiner mieux l'avancée du tronc pour ne pas être déséquilibré vers l'avant. Et donc, il y a peut-être un lien entre les deux. Et là, tout naturellement, nous sommes passés à une autre étude. Et c'est là où Jonathan intervient et il va vous expliquer la suite. Dites-nous en plus alors, Jonathan. Oui, alors pour recontextualiser un petit peu, c'est vrai que moi, cette thématique-ci, je l'ai découverte au cours de ma première année de master, donc 2 ans avant la thèse, avec Christian et Sébastien Caudron, qui travaillait avec Christian à l'époque et qui maintenant est à Grenoble. Donc ils m'ont proposé de participer à ce projet et moi, j'y voyais un intérêt. Ne connaissant de base pas du tout la pathologie, la paralysie cérébrale, moi j'y voyais plus un intérêt de continuer à travailler sur une thématique qui m'intéressait beaucoup à l'époque et c'est pour ça que j'avais fait ce master en STAPS, qui sont comment l'être humain s'organise pour agir dans son environnement. C'est un petit peu la discipline qu'on appelle aujourd'hui le contrôle moteur. Et donc c'est vrai que cette thématique de thèse, c'était vraiment un champ d'application parfait pour ces interactions posture-mouvement et comprendre finalement comment, dans une pathologie qui va provoquer des déséquilibres, eh bien, le corps humain est capable de s'adapter. Donc, au cours de ma première année de master, c'était un travail essentiellement bibliographique où on a proposé un protocole justement qui allait tester les hypothèses dont Christian vient de vous parler. Et on s'est rendu compte que la première étape finalement pour pouvoir dire que ces déficits du contrôle du tronc avaient un impact sur la marche des enfants atteints de paralysie cérébrale, c'était d'être capable d'aller mesurer précisément ces déficits du contrôle du tronc. Alors pour cela, pendant ma deuxième année de master, ce qui a constitué mon stage de fin d'études, on a développé un dispositif d'assise instable qui permet d'évaluer objectivement comment un être humain est capable de contrôler le haut de son corps et plus particulièrement le tronc. Et la force de ce dispositif, c'est qu'il peut être en fait calibré pour adapter la difficulté en fonction de la taille et du poids de toute personne qui va aller dessus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable de proposer le même niveau de difficulté à un enfant qui va faire 1m30 et 20 kg, à un adulte qui va faire 1m70 et 80 kg. Donc c'est tout à fait intéressant puisque ça nous permet de comparer des populations en fait entre elles et d'aller un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe en fonction aussi du développement de la motricité de l'enfant. Donc à la fin de ce Master 2, le dispositif était développé et opérationnel et c'est là que la Fondation Paralysie Cérébrale intervient avec le financement de la thèse en fait, qui a permis d'aller vérifier ces hypothèses donc, d'impact du contrôle du tronc sur la marche. Donc l'idée, elle était assez simple sur l'étude, sur ce qu'il fallait mettre en place. Donc c'était de prendre un groupe d'enfants atteints de paralysie cérébrale et ce groupe d'enfants, en fait, pendant 3 mois, allait réaliser une rééducation centrée sur le tronc. Pendant qu'un autre groupe d'enfants atteints de paralysie cérébrale poursuivait sa rééducation conventionnelle. Et donc, à la fin des 3 mois, on allait comparer, en fait, sur le contrôle du tronc et sur la marche, les effets de la rééducation du tronc. Et à l'issue de cette évaluation, donc au bout de 3 mois, le groupe qui faisait la rééducation du tronc recommençait à faire sa rééducation conventionnelle et le groupe qui avait fait la rééducation conventionnelle pendant 3 mois, cette fois-ci, faisait la rééducation du tronc. Ça nous permettait notamment de voir si les résultats positifs qu'on aurait obtenus au bout des 3 mois étaient reproductifs d'un groupe à l'autre et de s'assurer que c'était bien la rééducation du tronc qui permettait d'améliorer, bien sûr, le contrôle du tronc parce qu'il fallait le vérifier, mais aussi la marche des enfants atteints de paralysie cérébrale. Donc, ce qu'on voit à l'issue de l'étude, si on prend l'ensemble des évaluations, c'était que après 3 mois de rééducation intensive du tronc, les enfants qui avaient suivi cette rééducation avaient une amélioration non seulement du contrôle du tronc, mais aussi de l'équilibre global. Quand ils se tenaient debout, ils avaient un meilleur équilibre. Et on a également vu en fait une modification de la marche avec le freinage pour compenser les déficits du contrôle du tronc dont Christian a parlé tout à l'heure, qui avait tendance à diminuer en même temps que s'améliorait le contrôle du tronc. Donc on avait vraiment réussi à établir ce lien entre les déficits du contrôle du tronc, la façon de poser le pied et les troubles de la marche. Et donc ces très bons résultats ont été reproduits ensuite quand le deuxième groupe a également réalisé la rééducation du tronc, ce qui permettait de confirmer
d'une part, nos hypothèses qui étaient de dire que finalement, la façon de poser le pied chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, c'est pas une dysfonction musculaire en raison de la lésion, mais bien une adaptation à un déficit du contrôle du tronc. Et d'autre part, on a pu montrer qu'une rééducation intensive du tronc permettait de diminuer ces troubles. Merci en tous les cas pour cette explication et pour la mise en avant de ces résultats qui, je le comprends bien, ont été très prometteurs. J'imagine qu'aujourd'hui, est-ce que vous diriez que ces travaux de recherche, ce travail de thèse qui a pu être mis en place grâce au financement de la Fondation, peut-être Christian a un impact aujourd'hui sur la pratique au quotidien de l'unité de recherche, peut-être via d'autres projets de recherche qui sont en cours, et en quoi aujourd'hui la recherche pour vous est vitale dans votre réflexion de chercheur au quotidien? Oui, c'est vraiment important de continuer les recherches parce que cette étude qui a été terminée a montré clairement qu'on était dans un système où il y a une adaptation, où le cerveau va adapter en utilisant le pied d'une certaine façon. Et à ce moment-là, eh bien, ça permet d'orienter notre traitement de rééducation d'une façon tangible. Et donc Jonathan ne nous en a pas parlé trop, mais cette rééducation eh bien, va impliquer des exercices, des activités physiques que vont faire ces enfants. Donc ils vont être au sol et ils vont chercher à mieux contrôler leur équilibre en utilisant les muscles qui sont déficitaires, les parties du corps qui sont plus atteints que d'autres. Et par exemple, dans des positions où ils sont à quatre pattes, dans des positions où ils vont être appuyés sur un côté. Si par exemple, certains enfants auront un déficit d'un côté, donc par exemple du côté droit, et non pas du côté gauche, eh bien, on va les faire mettre dans une certaine posture où ils vont s'appuyer de façon passive sur le côté droit et jouer avec leur côté gauche, ce qui permettra en quelque sorte de garder un équilibre grâce au côté droit et donc d'avoir une activité de plus en plus performante du côté droit par rapport au côté gauche et d'avoir un meilleur équilibre, c'est-à-dire en utilisant les deux côtés droit et gauche de façon de plus en plus équilibrée, avec la possibilité de passer de l'un à l'autre sans difficulté, et ce qui va avoir un impact pour un meilleur équilibre au cours de la station debout et de la marche. Donc cette approche-là, grâce à l'étude qui a été faite, eh bien, est vraiment très fiable, et nous continuons bien entendu à faire cette rééducation. Alors l'étude avait été faite chez des enfants qui sont âgés de 5 à 12 ans, et maintenant nous avons une autre étude où nous faisons la même approche, bien sûr adaptée à l'âge, pour des enfants plus jeunes, de 1 an et demi jusqu'à 5 ans, et qui sont marchands. Et donc, notamment, il y a une kinésithérapeute grecque qui, très intéressée par nos travaux, est actuellement doctorante pour faire sa thèse sur cette même thématique de recherche, parce que là, il y a vraiment un impact important. Dans notre centre, les thérapeutes eh bien, s'impliquent de plus en plus dans cette façon de traiter. Et les thérapeutes, kinésithérapeutes libéraux qui s'occupent d'enfants, eh bien, de plus en plus aussi appliquent cette thérapeutique. Donc, il y a vraiment une utilisation concrète et en développement de cette façon de traiter ces enfants. Oui, donc si je comprends bien, la recherche continue ici à l'IRR, donc voilà pour la plus grande satisfaction de tous. Pour finir, peut-être, est-ce que Jonathan, vous pouvez nous dire un peu, vous avez un parcours assez fascinant. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cette thèse vous a apporté en tant que dans votre parcours professionnel et aujourd'hui ce que vous faites ici aujourd'hui à l'IRR? Alors cette thèse, ça m'a permis de m'intégrer dans l'environnement professionnel de l'Institut régional de réadaptation de Nancy qui, à la fin, m'a recruté donc, sur une création de poste sur cette cellule de recherche clinique et innovation. Donc l'opportunité de réaliser mon doctorat financé par la Fondation Paralysie Cérébrale au sein de l'Institut régional de réadaptation de Nancy,
on peut clairement dire aujourd'hui que ça m'a donné le poste que j'occupe actuellement. Et ce qui est un double bénéfice pour moi, c'est une insertion professionnelle dans laquelle j'ai l'opportunité de continuer à travailler sur cette thématique de thèse avec non seulement les travaux de thèse en cours donc de Stella Zografou, qui est la kinésithérapeute grecque que nous encadrons aujourd'hui avec Christian, mais également de développer en fait d'autres projets de recherche qui gravitent autour de cette thématique centrale du tronc dans la paralysie cérébrale, avec par exemple Emma Petitjean, qui est aujourd'hui docteur junior, qui a fait sa thèse sur le développement du contrôle du tronc chez les enfants atteints de paralysie cérébrale et les interactions que ça va avoir avec la marche, mais aussi la fonction motrice globale. Ou encore une autre thématique de recherche aujourd'hui qui est la validation d'outils cliniques simplifiés par rapport à l'assise instable dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent une évaluation objective du tronc chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. Et ça va même dans les différents centres en fait de l'IRR de Nancy. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait un centre de pédiatrie, mais également un centre de neurologie adulte, et on a également un interne en médecine cette fois-ci qui veut travailler cette thématique pour l'adulte atteint de paralysie cérébrale. Donc on a vraiment réussi à développer tout un environnement de recherche autour de cette thématique aujourd'hui. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être, Christian ? Oui, vraiment un grand merci à la Fondation Paralysie Cérébrale, parce que pour nous, ça a été un tremplin pour des aspects financiers très concrets qui a permis de faire cette recherche avec la thèse de Jonathan et ensuite de continuer, parce que ces résultats font que maintenant, c'est pour nous plus facile de trouver des subventions parce qu'on a déjà des résultats préalables qui sont très concrets. Et donc, cette voie de recherche peut se développer maintenant de façon plus facile. Mais la difficulté au départ était d'être très novateur dans notre axe. Et grâce au soutien de la Fondation Paralysie Cérébrale, on a pu aller dans cette première étape. Vraiment, c'était un tremplin formidable. Et donc, je formule tous nos remerciements à la Fondation et souhaite vraiment que son activité de soutien de la recherche puisse continuer avec brio. Oui, Jonathan, vous vouliez ajouter quelque chose aussi ? Eh bien, puisqu'on était dans les remerciements, effectivement, un grand merci à la Fondation Paralysie Cérébrale de m'avoir permis de réaliser cette thèse, mais également à la Fondation de l'Avenir qui a contribué. Et aussi, alors je vais essayer d'être assez bref, même s'il y a beaucoup de monde à remercier pour ces travaux, mais bien sûr le Centre Louis Pirquin qui m'a accueilli pendant cette thèse. Et aujourd'hui, en fait, l'Institut Régional de Réadaptation et l'UGCAM Nord-Est soutiennent énormément notre thématique de recherche et je voulais les en remercier. Et également, bien sûr, Sébastien Caudron qui a énormément travaillé avec nous sur cette thématique et j'en avais déjà parlé tout à l'heure. En tout cas, nous, on est ravis à la Fondation Paralysie Cérébrale de venir à votre rencontre quasiment 6 ans après et de voir que l'activité de recherche continue. C'est pour la Fondation Paralysie Cérébrale très important. Donc voilà, le premier podcast spécial 20 ans dédié à la recherche est maintenant terminé. Vraiment, merci beaucoup pour votre implication, pour votre temps, et pour tous les travaux que vous continuez à faire aujourd'hui au sein de l'IRR. Merci. Merci.